Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël, JT exceptionnel aujourd'hui puisque nous sortons des studios de Télégoël pour vous emmener à l'extérieur par ce beau temps magnifique pour vous présenter une partie de l'écoquartier de Méricourt dont les élèves du lycée Hennebique réalisent un projet. Nous sommes le jeudi 19 avril 2018, le BHNS ça avance, nous sommes allés à l'inauguration du dépôt de Béthune, une grande dame témoin de la déportation au Colisée de Lens fait silence et ses terrasses en fête, la marque Hall au Japon, le Lens 14-18, Mission Bassin Minier, Arnes, la piscine de Lens, une exposition à la médiathèque de Los-Angoël et nouveauté sur Lens, un marché le dimanche. Nous accueillons donc aujourd'hui les élèves du lycée Hennebique de Liévin qui viennent nous présenter un beau projet sur cet écoquartier et on retrouve Fred, Peter pour la partie sport et Nathalie pour votre agenda culturel. Nathalie qui nous revient en forme cette semaine et que je rejoins tout de suite sur le plateau de Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors comment vas-tu sous ce beau soleil? Est-ce que tu es plus en forme? Oui, ça va, je vais très bien. Avec les vitamines du soleil. Ça fait du bien. Alors on débute ce journal avec un grand dépôt flambant neuf sur la zone Washington de Béthune pour les bus Tadao. Le président du SMT, le syndicat mixte des transports, Laurent Duporge, inaugurait la semaine dernière le tout nouveau dépôt qui va desservir les lignes BHNS du secteur. Rapidité de la maintenance et plus grands espaces pour travailler, le tout nouveau dépôt est déjà opérationnel et n'attend plus que les nouveaux véhicules, dont un d'entre eux vous sera présenté le 5 mai prochain au cours du concert Horizon Tadao au stade couvert de Liévin. On écoute tout de suite Laurent Duporge. Il a toujours fait ça. J'essaye de ne pas déborder, Daniel. Ça sort à bonne histoire. Voilà. Alors c'est un nouveau dépôt extrêmement important. D'abord parce qu'il va permettre au personnel de Tadao de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions, ce qui était loin d'être le cas dans l'ancien. Et puis surtout, il va permettre d'accueillir les nouveaux matériels de Tadao, et en particulier les nouveaux bus, les bus de 18 mètres, les bus articulés, puisqu'effectivement l'ancien dépôt ne pouvait pas, les locaux étaient trop exigus. Ici, il y a toute la place effectivement nécessaire pour accueillir ces bus articulés et surtout en assurer la maintenance. Alors généralement on est plutôt sur des opérations relativement courtes, on est sur une opération plutôt à la journée. Dans le cas de grosses opérations, on peut immobiliser le bus 3-4 jours, sauf des opérations curatives où là on est plutôt dans l'attente de pièces détachées. Les bus maintenant ont une valise un petit peu comme nos véhicules personnels. On a des valises de test qui nous permettent d'avoir un retour informatique de ce que voit le bus. On va, dans le cadre du nouveau réseau, déployer de la télémaintenance, de la même manière qu'une Formule 1. C'est-à-dire qu'on aura des informations en temps réel sur ce qui se passe sur le réseau. Donc on sera en capacité potentiellement de pouvoir soit intervenir sur le réseau directement sur la partie moteur, soit éventuellement de planifier une intervention pour le lendemain. La flotte s'agrandit, la flotte se modernise. Et donc il convient aussi que les centres de dépôt et de maintenance s'agrandissent et se modernisent. Voilà, quelque part ils suivent l'évolution, les centres de maintenance et de remisage suivent l'évolution du matériel. Et puis un autre dépôt bus qui va lui être une création, c'est à Oudin qu'il va se faire. Et ce deuxième dépôt bus aura d'ailleurs une particularité, c'est qu'il va accueillir des bus à hydrogène, puisque sur ce territoire de la Cabalère, une ligne entière, et ce sera une première en France, soyons fiers quand même d'être ici les premiers en France à faire quelque chose d'innovant, une ligne entière va fonctionner avec des bus à hydrogène, avec de l'hydrogène fabriqué sur place, c'est-à-dire que l'on maîtrise l'ensemble effectivement de la filière, c'est unique en France, voilà, et ce sera ici,
sur notre territoire que cela se fera. On a une problématique qui est démultipliée. D'abord parce qu'on a des constructeurs, des véhicules de différents constructeurs, donc il faut s'adapter à cela. Et puis ici, en tout cas sur Houdain par la suite, mais même un peu ici, on aura 3 types de motorisation, puisque les véhicules qu'on a aujourd'hui sont des purs thermiques, c'est un moteur diesel relativement classique. Les nouveaux véhicules qu'on va recevoir sont des moteurs hybrides, donc une partie thermique diesel, une partie électrique. C'est encore une autre technologie. Et on aura sur le réseau des véhicules hydrogène, donc là encore une technologie différente. Donc on a du personnel à former là-dessus. On va aussi avoir du recrutement, on est en train de rechercher du personnel sur le territoire. Et puis c'est des véhicules qui vont avoir une dimension électrotechnique beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir par le passé. C'est une révolution, mais c'est aussi l'exaltation d'un nouveau projet. Une interview plutôt musclée, comme tu peux le voir sur ces images. Nathalie, je n'ai pas chômé. En attendant, le président du SMT vous invite nombreux pour l'inauguration des lignes le 2 janvier 2019. Certains, dont les élus communistes du territoire, avaient manifesté la semaine dernière et demandé la gratuité du service. Laurent Duporge a tenu à répondre à la pétition qui vient d'être lancée. Là, il y a un débat qui vient d'être jeté quelque part et d'une manière assez surprenante parce que l'on sait depuis longtemps qu'il y a un BHNS qui va se mettre en place et là, d'un seul coup, on va dire qu'il y a le problème, la problématique de la gratuité, la question de la gratuité qui est lancée. Bon, tout responsable sait qu'il n'y a jamais rien de gratuit. Ou alors on est dans un monde idéal, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Rien n'est gratuit. Et le transport n'est pas gratuit. Il faut le savoir. Et il faut d'ailleurs savoir qu'entre le prix du ticket aujourd'hui et le prix réel du coût du transport, nous sommes très loin de la réalité. Les recettes de tickets ne représentent que 10%, il faut le savoir, du coût du transport. Bon. Néanmoins, effectivement, c'est quoi ? Quels sont les chiffres qu'il faut connaître ? La gratuité, ça coûte 15 millions d'euros. Où trouver les 15 millions d'euros ? Moi, je pose la question. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui vais y répondre. Moi, mes donneurs d'ordre s'appellent les communautés d'agglomération. Je réponds aux ordres des communautés d'agglomération. Si demain, les communautés d'agglomération me demandent de mettre en place la gratuité, je le ferai. Et d'ailleurs, comme président du SMT, quelque part, j'en serai particulièrement heureux puisque forcément la gratuité engendrera, on le sait, une augmentation de la fréquentation. Même si je pense que ce n'est pas forcément la gratuité qui le fera, je pense que la qualité du BHNS permettra effectivement d'avoir cette augmentation de fréquentation, j'en suis intimement persuadé. Mais pour autant, si elle est décidée, je le ferai. Mais moi, comme président du SMT, je me dois d'informer les présidents d'agglo sur le fait que la gratuité, ça coûte 15 millions d'euros. Je ne peux pas augmenter le versement transport, il est au maximum. Donc seules les communautés d'agglomération peuvent m'accorder les 15 millions manquants. Donc je pense que ce sujet mérite un très large débat, un long débat, un débat responsable. Il est intéressant parce que c'est un vrai sujet politique, mais prenons le temps d'en débattre et surtout de trouver les solutions. Nombreux étaient les candidats à vouloir bénéficier du lavage de leur automobile par les ados du CAJ de Arnes. Encadrés par Sébastien Carin, les enfants ont passé leur journée à éponger, arroser, astiquer et à briquer les véhicules des clients pour financer leur voyage de cet été. Rendez-vous si vous voulez les aider les 12 et 9 juin. La métamorphose du bassin minier attire de plus en plus de monde et notamment les futurs architectes du territoire. Du 9 au 14 avril, l'École nationale d'architecture de Lille proposait des ateliers de réflexion en partenariat avec la mission Bassin minier sur la thématique habité au bassin minier. Un travail en partenariat avec leurs homologues italiens venus pour rencontrer les habitants, les acteurs locaux et travailler sur les archives du territoire. Restitution de projets et signature d'une chaire partenariale entre l'École nationale et les différents acteurs du territoire. Le départ d'une transformation
de ce territoire avec les jeunes architectes. On écoute Béatrice Mariol et David Fanfani, tous deux professeurs d'architecture au sein de l'établissement respectif. Je pense effectivement que c'est un moment historique parce que le bassin minier a vécu l'arrêt des mines, le label UNESCO et aujourd'hui il y a vraiment un nouveau projet qui doit s'écrire et ce projet il part pas de rien. Donc les étudiants ils travaillent beaucoup sur des archives, sur la mémoire du bassin minier. Alors pour eux évidemment c'est une chance immense et je pense qu'il y a un vrai défi de former les architectes de demain à apprendre à être sur le terrain, au contact des habitants, à comprendre les acteurs locaux. Nous avons invité des professeurs de l'Université de Florence, de l'école des territorialistes, qui a été fondée par Alberto Magnaghi, qui considère que le territoire est un espace vivant et qu'on doit le reconstruire dans des liens nouveaux avec le sol, avec la terre et avec l'histoire de ce territoire. Pour moi, l'image du bassin minier, c'est un territoire très, très original, avec une histoire très particulière. Bien sûr, pour notre étudiant, c'était une chance, c'est une expérience de collaboration, soit avec l'école d'architecture et des paysages de l'île, mais aussi avec la société de Lens et les élus de Lens. Et donc, cela a nous permis d'envisager quels que peuvent être les éléments de prix pour dégager de nouveaux sentiers de développement durable et endogène et pas plus exogène comme a été l'exploitation minière. Alors ce n'est pas juste un atelier d'une semaine. Les étudiants italiens et les étudiants français ils travaillent sur le sujet depuis le mois de février. Demain on expose tout le travail, donc le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant plus les conclusions de la semaine. Et l'idée c'est d'organiser 5 tables, ce qu'on est en train de préparer avec les étudiants là, d'organiser 5 tables et que ces tables donnent leur avis sur les scénarios qu'on a commencé à imaginer pour le territoire. Rendez-vous désormais à Lens chaque dimanche matin, un marché alimentaire poste ses valises dans l'hypercentre lensois. De 9h à 13h sur le parvis Jean Jaurès devant l'hôtel de ville, on retrouve des produits frais et du terroir, fruits et légumes, poissons, fromages, pâtisseries, mais aussi des spécialités polonaises et espagnoles, des viennoiseries et même des huîtres. Après les sessions du mardi devant la mairie, celle du vendredi place du Quentin et de la grande résidence le samedi après-midi, ce marché est le 4e à Lens et les premiers visiteurs sont déjà ravis. C'est la première édition aujourd'hui, donc de voir que ça répond quand même à une demande vu le monde qui est là depuis ce matin et à la fois pour les commerçants qui ont répondu présentes, pour la population, je pense que c'est un attrait supplémentaire, on verra dans la durée, c'est une première phase de test. On voulait donner une animation supplémentaire le dimanche, on savait qu'il y avait cette demande ou en tout cas cette possibilité supplémentaire. On a travaillé avec le gestionnaire pour pouvoir trouver les commerçants du circuit court, du produit bio complémentaire au marché habituel et complémentaire aux commerçants lensois et on a pu faire ça le dimanche matin pour répondre aussi à ces demandes-là. On verra, on va renouveler. En tout cas, cette première étape est réussie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Premier marché, réussite. Très, très bien. C'est formidable parce que nous, ça nous fait une bonne opportunité de toucher tous les gens qui travaillent toute la semaine et qui n'ont pas l'occasion d'aller au marché nous rejoindre. Donc là, je vois qu'il y a un véritable enthousiasme des Lensois et notamment pour le bio, parce que moi, je vends que du produit bio. C'est une très bonne initiative, monsieur. Ça permet de ramener les gens au goût du terroir, à la gastronomie, et moi j'en suis très content. Ça met un peu de vie dans le quartier, dans la ville, davantage de clients parce que le dimanche est davantage chômé que les autres jours en semaine, et puis proposer toute une gamme de produits qui j'espère vont satisfaire l'ensemble des clients. Je pense que c'est une très bonne initiative, j'espère que ça va marcher, que les gens ils vont venir parce qu'on a des marchés qui a des nouveautés par rapport à vendredi, parce que je fais aussi vendredi. Alors vous pouvez venir, il y a aussi des tisanes pour se soigner, alors c'est vraiment très très intéressant.
Le département du Pas-de-Calais a organisé mardi dernier une journée consacrée aux services d'aide et d'accompagnement à domicile. Un rôle humain essentiel dans la prise en charge des personnes âgées ou en situation de handicap sur le territoire avec plus de 4500 salariés. Bien-être au travail pour le personnel, mais aussi bien-être de la personne prise en charge ont été les sujets abordés. Les différentes structures et associations ont pu échanger avec les élus. On écoute Odette Durier, vice-présidente de l'autonomie et des personnes âgées au conseil départemental du Pas-de-Calais. On a souhaité répondre aux besoins des SAD et essayer de comprendre les difficultés qui sont vécues par ces établissements de services et d'aide à domicile. Et on a déjà énormément travaillé par les années précédentes sur les établissements, donc tous nos EHPAD. Donc on a développé le service d'accueil en EHPAD d'une façon très importante ces 10 dernières années. Donc au niveau des établissements, je pense qu'on est quasiment arrivé à ce qu'on a à nos besoins aujourd'hui et à travers l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Ce qu'on veut développer au service des SAD, je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place. Et j'allais dire, on n'est pas du tout loin de là pour le tout établissement. Et je pense que nous, on souhaite respecter la volonté des personnes âgés de rester au domicile, donc c'est de trouver les moyens de leur permettre de rester, de bien vivre et d'être accompagnés. Il y a de quoi travailler, mais on a besoin d'un soutien fort de l'État et je pense que au niveau de notre État, c'est ce qui vient d'être compris malgré des relances d'année en année, en sachant que l'APA, la PCH, pour nous au département du Pas-de-Calais, ça représente énormément et on a besoin de ce soutien, quoi. Aujourd'hui, peut-être que ça va arriver. On garde l'espoir, mais moi, ce que je souhaite vraiment, c'est répondre à la demande de la personne. Après, on a d'autres fonctions, on a d'autres moyens. Il y a les résidences autonomie qui se développent à travers le Pas-de-Calais. On a aussi les béguinages qui se développent. Pour nous, département du Pas-de-Calais, les différents directeurs, les établissements, le personnel qui y travaille, puisque c'est un tout, c'est vraiment des partenaires privilégiés, quoi. Donc je pense que des journées comme aujourd'hui, pour nous, c'est des journées très importantes, puisque le département doit être à l'écoute des besoins du territoire et des demandes et des sollicitations, que ce soit des associations, des personnes ou des établissements, voilà. Depuis quelques semaines, les Japonais peuvent découvrir dans les boutiques de la marque Pas-de-Calais la collection Printemps-été 2018 des écharpes haut de gamme estampillées Halle autour du Louvre-Lens. Les équipes de la marque sont allées découvrir sur place dans les boutiques l'intérêt de ce pays pour notre département. Une occasion particulière pour présenter aux clients de la marque la richesse du département du Pas-de-Calais et de la destination Halle autour du Louvre-Lens via une brochure touristique et un fascicule retraçant la jeunesse du projet. Jeudi dernier, l'association Festilance et la ville de Lens ont signé une convention renforçant leur partenariat et leur soutien mutuel. Le but, développer la vie commerçante et festive de la ville comme ils l'ont fait ce week-end avec les terrasses en fête. Alors retenez bien les prochaines dates, le 19 mai, le 21 juin, le 13 juillet et le 1er septembre. Un reportage de Christophe Billoire et Alexis Castelin. Alors les terrasses en fête, c'est le petit bébé de la création de cette association. C'est pour cette raison qu'elle s'est créée l'an dernier en 2017. On lance cette année la saison 2, donc contrairement à la première année où c'était à l'initiative des commerçants, d'une dizaine, quinzaine, en fonction des dates qui s'étaient fédérées pour créer des concerts live sur toute la ville, une date par mois pendant la saison estivale. Et ben cette année, c'est un vrai partenariat avec justement l'Office du tourisme, avec les jeunes de l'IUT, avec la municipalité, et puis surtout de nombreux autres commerçants qui vont participer quand ils le peuvent en fonction de leur disponibilité, etc. Mais on sera à chaque fois entre 10 et 20 commerçants
commerçants à créer du concert live cette année, une fois par mois, sur le Lensois, un vendredi ou un samedi soir, jusqu'à minuit pour faire vivre notre belle ville lensoise. C'est de se dire, l'an dernier on a créé une synergie avec les commerçants du cœur de nos métiers sur le Lensois. On a créé nos partenariats avec la municipalité, avec le Louvre-Lens, avec l'Office du tourisme, l'IUT également. Enfin, il y a plein de choses qui se sont développées. Aujourd'hui, on est dans le concret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence à débloquer des finances, des subventions, et puis surtout à débloquer des budgets qui vont nous permettre de faire grandir les projets existants, mais aussi de créer de nouvelles choses. Puisque l'idée aussi, c'est d'être force de création, de créativité sur le Lensois, et puis d'amener le public un maximum sur notre ville. Donc oui, nous c'est ça, c'est pérenniser des partenariats qui se sont mis en place sur le début, et puis aujourd'hui, cette subvention va nous permettre de mettre concrètement les choses en place et de les faire grandir. Déjà, la subvention va aider Montbard, oui un peu, mais c'est aider tous les commerces de la ville de Lens à organiser des animations, des distractions pour la ville, pour faire venir les gens à Lens, pour faire voir que la ville a du dynamisme et peut organiser des choses sympas. Festilence crée une dynamique et une façon de pouvoir parler à la mairie aussi avec les élus et tout ça, donc ça c'est bien. Et on arrive à trouver des idées pour dynamiser nos commerces. Nous sommes aidés par la ville nous donne des sécurités, des barrières, des pots de fleurs, des gros pots de fleurs pour sécuriser la terrasse. Et il y a des groupes musicaux qui viennent sur la terrasse et nous déplaçons nos tables et tout ça sur le côté. Donc ça plaît à pas mal de gens, c'est dynamique. Les gens de la rue peuvent s'arrêter pour voir les concerts et tout ça, voilà. Mais c'est surtout, nous sommes aidés par la ville, et ça c'est bien quoi. Sans la ville, on ne pourrait pas faire. Pour la deuxième année consécutive, le collège Jean Zay de Lens participe au concours académique et national Course en cours. L'idée de ce projet, une équipe constituée de 7 élèves de 3e portant le nom de Masters of the Time, qui doivent imaginer et créer de A à Z une mini-voiture de course. Pour relever ce sacré défi avec une partie orale et une partie écrite, les 7 collégiens ont été reçus par l'entreprise Durisotti de Salomine, partenaire de leur projet, pour suivre une formation à l'utilisation du logiciel Katia V5, nécessaire pour la réalisation de leur voiture. Un reportage de Christophe Billoire. Donc en fait, Katia, en gros, c'est un assemblage. Il faut d'abord préciser que c'est un projet qui démarre sur une base de volontariat. Cela ne dépend pas forcément du niveau scolaire des élèves, mais bien de leur motivation. Nous sommes chez Durisotti pour l'utilisation du logiciel Katia V5, qui est un logiciel de professionnel et qui est très complexe dans l'utilisation. Il est nécessaire pour nous d'avoir cette formation car les élèves, le 19 avril, auront une épreuve qui consiste en l'association de pièces. Et cette épreuve nous fait accéder à un certain nombre de points. Les élèves ont choisi de s'inspirer de la trilogie Retour vers le futur, de par leur curiosité, notamment le voyage à travers le temps. Et donc ils ont décidé de produire la DeLorean avec l'aide évidemment de monsieur Durisotti et de ses collègues. C'est un projet qui est passionnant. D'abord, on les a suivis l'année dernière, ils ont apporté un prix. Donc ça fait tous plaisir. Et puis aussi, ce qui est important pour nous aussi, c'est de transmettre un petit peu le savoir et aussi de faire connaître aux jeunes le monde de l'industrie. Le monde de l'industrie qui a quand même bien évolué, fortement évolué, quand on voit effectivement les logiciels sur lesquels on travaille aujourd'hui et la façon dont on travaille dans les ateliers. Quand on voit la vitesse où ils assimilent tout ce qui est informatique, ça c'est pas un gros problème en fait. Ce qui est important, c'est de leur montrer que ça existe, de leur mettre en main le logiciel et à partir de là, ça va très vite. C'est quand même un logiciel qui à la base est développé par Dassault, donc pour déjà faire les Airbus, ensuite être adapté à l'automobile. Donc c'est vrai que c'est un logiciel assez compliqué. Maintenant, si on inculque aux jeunes juste les bases, je pense que vous avez vu, en une petite formation d'1 heure, 1 heure et demie, ils arrivent à faire un assemblage, à créer des petites pièces. Donc c'est sûr que c'est un logiciel qui est très poussé,
mais on peut aussi faire des choses relativement simples avec. Oui, ça reste très complexe parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres parties restantes, alors que là ce n'est qu'une petite partie, même si bon, pour l'instant, pour notre niveau, ça devra aller. La partie au début, c'est la prise en main du logiciel, mais après avoir compris les parties et avoir bien étudié, je pense que ça simplifie un peu plus le logiciel. Donc le 19 avril, ils vont passer leur oral, puisqu'ils ont préparé un portfolio ainsi qu'un PowerPoint. Et ils vont se mesurer aux autres équipes pour l'assemblage des pièces sur le logiciel CATIA V5. On leur souhaite naturellement bonne chance et la même réussite que l'an dernier pour ce concours puisqu'ils avaient obtenu le prix du jury. L'association Boutchou qui regroupe les nounous de la commune de Arnes a organisé son après-midi festive au son du carnaval samedi dernier à la salle des fêtes. Tout a été mis en place pour le plus grand plaisir des bébés, des plus grands et des adultes. 120 bébés accompagnés par leur famille ont participé à cet événement et le spectacle a complètement hypnotisé les bambins, enchaînant de réactions diverses. Mascotte, spectacle, danse et chansons, chacun a su immortaliser le moment de son petit bout de chou au cours de cette belle après-midi. En septembre dernier, Sylvain Robert, maire de Lens, décidait de fermer partiellement la piscine olympique après la chute d'une partie du plafond du grand bassin. Après un diagnostic complet, il a été décidé de fermer définitivement la piscine. Bassin dégradé, béton friable, problématique du faux plafond, éventuelle corrosion, filet actuel plus suffisant en termes de sécurité, façade extérieure dégradée, la liste est longue et pour fonctionner à nouveau, il faudrait un investissement de plusieurs millions d'euros. Un espoir tout de même pour les passionnés de natation. Un nouveau projet d'équipement aquatique ambitieux devrait cependant être décidé avec le concours de la ville et de ses partenaires, parmi lesquels le conseil régional qui, par la voix de son président, a déjà laissé entendre son intérêt pour le projet. Mardi dernier, les jeunes collégiens lensois ont assisté à un témoignage des plus bouleversants, celui de Madame Lieniel, surnommée Lily. Cette grande dame s'est présentée seule sur scène face à une salle comble pour raconter le récit de sa vie. D'origine juive, Lily est une rescapée des camps de concentration et fut déportée avec sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. C'est avec beaucoup d'émotion et de pédagogie qu'elle témoigne des horreurs qu'elle a tant bien que mal réussi à surmonter. Message de paix, de tolérance et surtout devoir de mémoire. 2 heures de témoignage terminées par une ovation sans appel. C'est avec un grand sourire et les yeux remplis d'amour qu'elle s'est exprimée à notre micro. Jamais je ne pourrais oublier. En allemand, j'étais devenu le 25.612. Ça correspond à 25 612. Vous voyez les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. J'étais ravie de rencontrer tant d'enfants et comme je disais, vous voyez, ils retiennent les enfants, mon histoire et pas seulement les leçons que je donne, c'est-à-dire je leur demande surtout à tous ces jeunes de combattre le racisme, d'éradiquer, n'est-ce pas, l'intolérance, d'éradiquer l'antisémitisme qui malheureusement perdure, d'éradiquer la xénophobie, la haine de l'étranger. Je voudrais tellement que tous ces jeunes retiennent que nous sommes tous égaux, que les enfants, on ne fasse pas de différence entre noirs, blancs, juifs, catholiques, musulmans. Nous sommes tous, n'est-ce pas, faits de la même façon, donc nous nous supportons avec nos différences, ces différences nous enrichissent. Et c'est ce que je voudrais que ces jeunes comprennent et que plus tard ils transmettent
à leur tour. C'est pour cela, vous voyez, que je tiens là debout pendant 2 heures, parce que moi je veux que ces jeunes soient des passeurs de mémoire après moi. Un vif succès pour l'appel à projet du Louvre-Lens-Vallée. 76 projets proposés. 20 ont été retenus pour passer devant le jury et 10 lauréats ont d'ores et déjà été sélectionnés et vont pouvoir intégrer l'incubateur. Un accompagnement sur mesure pour les 10 porteurs de projets. 2 programmes, Seed Up et Grow Up, qui comprennent un accompagnement individualisé alliant des conseils en business model, en financement et en communication, mais aussi du coaching. Un accompagnement global qui représente 41 000 €, incubation et accélération, une véritable chance pour les jeunes start-up et les entreprises locales. Pour la seconde année consécutive, le Pays d'Art et d'Histoire de la Cale a participé à un projet de partenariat avec le département intitulé Guerre, Histoire, Mémoire, Territoire. À travers plusieurs séances, des élèves de classe de 3e de Salomine, Angres, Méricourt et Billy-Montigny ont pu travailler sur le souvenir de la Grande Guerre sur le secteur de l'Artois. Visite du musée Lens 14-18 à Souchet, Notre-Dame de Lorette, l'anneau de la mémoire, la vieille église d'Ablain-Saint-Nazaire, mais aussi une initiation et expérimentation aux techniques photographiques, minutéros, sténopée et sérigraphie, grâce à l'association artistique Dans la boîte. Un reportage d'Alexis Castelin et Christophe Billoire. Nous, on va se trouver ici dans le secteur. Vous faites le 45 degrés, ça vous permet de bien passer dessus. Donc ils ont découvert ce musée en demi-groupe, ce qui est vraiment avantageux. Ils ont travaillé sur plusieurs thématiques. Chacun a travaillé sur le thème de la photographie aujourd'hui ou pendant le conflit, sur le thème du paysage ou sur le thème des objets archéologiques qui ont été trouvés lors des fouilles archéologiques quelques années ou 100 ans après la guerre. On en retrouve encore aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on a fait ça, après en craie, vous pouvez mettre une feuille. Donc les feuilles sont là, elles sont prédécoupées, il n'y a plus qu'à hacher, c'est facile. Mathieu Brard fait partie de l'association Dans la boîte, c'est un artiste photographe et dans ce cadre il a pu permettre la découverte de 3 techniques photographiques, en réalité 2, le minutéros et le sténopée qui sont 2 anciennes techniques photographiques où ils ont pris des photographies en extérieur notamment, d'architecture. De mémoriaux. Et puis en ce moment, là, pour la dernière fois, il pratique la sérigraphie. L'année dernière, pendant 4 mois, c'était 4 autres collèges de la communauté d'agglomération qui en ont bénéficié. Là, il s'agit de faire tourner effectivement le collège d'Angres, celui de Billy-Montigny, celui de Méricourt ou de Salomine, ou 2 autres collèges de hors agglomération de Lens-Liévin. C'est souvent une collaboration entre professeurs d'art plastique, d'histoire ou de français qui sont particulièrement intéressés dans leur programme scolaire et ils en ont bénéficié au titre du département qui finance ce projet entièrement. Outre leur programme scolaire de 3e où la Première Guerre mondiale en fait partie intégrante, le but c'est de faire venir au musée, au Lens 14-18, les élèves ainsi que leurs parents ou leurs grands-parents. Le but c'est que l'ensemble des collégiens et de leurs professeurs et aussi leurs parents voient le travail effectué, notamment le travail sérigraphique, le travail photographique qui ont été réalisés par l'ensemble des 6 collèges, des 6 classes. Et ce travail va être présenté en fin d'année scolaire, donc ce sera sûrement courant juin, nous n'avons pas encore la date actuellement, sûrement dans un collège ou en tout cas dans une grande salle qui permettra d'exposer leur travail, de l'expliquer et l'ensemble des collégiens vont assister à une représentation de théâtre qui leur sera proposée gratuitement par le département du Pas-de-Calais. Tous les
présent, la médiathèque de Los Angeles propose une exposition en collaboration avec les écoles de la ville. Chaque année, le thème change et cette année, le thème choisi est la laïcité. Une exposition ouverte à tous et visible jusqu'au 30 avril. Un reportage de David Loriot. Parce que c'est pas quand on va être en 2025 que Alors l'exposition qui se trouve dans cette salle, en fait, il y en a deux. C'est une exposition qui a un thème précis qui est celui de la laïcité pour l'une des deux, intitulée Sur mes cahiers d'écoliers. Ça a lieu tous les ans, cette exposition. C'est un travail en collaboration avec tous les établissements scolaires, non seulement de la commune, mais aussi extérieurs, puisqu'on retrouve, outre nos établissements, les établissements de Janzé par exemple à Lens, ou de l'Épide de Cambrai, ou des petits mousses du Lu. Cette exposition donc sur mes cahiers d'écoliers change de thème chaque année. Ce sont toujours des thèmes choisis dans les valeurs de la République. Cette année le thème laïcité, l'année dernière le respect ou l'égalité, la fraternité, les années précédentes. C'est une exposition aussi qui est accompagnée d'une autre qui nous vient de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants d'Arras, sur la citoyenneté, et qui s'inclut à chaque fois dans tout un dispositif que nous appelons le mois des passeurs de mémoire, pendant lequel nous avons eu le témoignage par exemple de Lily Léniel, ancienne déportée, qui a expliqué devant un public très très nombreux, puisque d'ailleurs nous avons refusé énormément de monde, son parcours d'ancienne déportée dans le camp de Ravensbrück et celui de Bergen-Belsen. C'est un travail qui a commencé il y a 18 ans. Au départ, il était tourné uniquement vers les élèves de 3e du collège René Cassin. Puis au fur et à mesure des années, les classes de CM1 et CM2 se sont inclus dans ce projet du rappel de la mémoire de la Shoah, de la résistance et de la déportation. Et depuis 18 ans, on a complètement élargi, puisque maintenant nous sommes dans les grandes valeurs de la République, qui viennent en complément de ce volet humain de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est essentiellement le travail des enfants qui est fait avec les professeurs, avec leurs professeurs. Donc ce travail, il est chaque année un plaisir, parce que non seulement ça permet aux enfants de pouvoir fréquenter la médiathèque, ce qu'ils font déjà, mais en plus de voir que leur travail est mis en valeur, ça leur permet de s'ouvrir l'esprit, et nous, ça nous permet de travailler en parfaite collaboration avec les enseignants, ce qui se fait aussi depuis de nombreuses années, et qui est un plaisir, puisque depuis tout ce temps, on voit que le fait de fréquenter la médiathèque, de travailler avec les enseignants, avec les enfants, avec les parents d'élèves, le comportement des enfants change. Et il y a un vrai respect de ce qu'ils font, et c'est vraiment, c'est merveilleux de travailler avec des enfants de toute façon. Ils vont vous inviter à de nombreuses animations au cœur de cet écoquartier où nous nous trouvons aujourd'hui. Le 19 mai prochain, les élèves du lycée Hennebique de Liévin sont avec nous et on leur souhaite la bienvenue. Je les rejoins tout de suite sur le parvis de la médiathèque. J'ai fait quelques pas et je me retrouve ici à l'endroit même devant la médiathèque La Gare où auront lieu les animations du 19 mai. Alors je suis avec les élèves du lycée Hennebique. Bonjour à tous. Bonjour. Alors dites-moi un peu tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nathan Radajeski, je suis au lycée François Hennebique, j'ai 19 ans. Je m'appelle Jason Leborn, j'ai 18 ans, je suis au lycée François Hennebique. Je m'appelle Wissam Grégoire, j'ai 18 ans et je suis au lycée François Hennebique. Je m'appelle Grandet Samuel, j'ai 16 ans et puis je suis dans le même lycée. Alors dites-moi un peu quelles sont les filières d'apprentissage au lycée Hennebique. Il y a la filière du froid et conditionnement de l'air, la filière dans la plomberie, donc installateur et maintenance. Il y a les maçons, les peintres et il y a les architectes, ceux qui font les plans pour les bâtiments, etc. Alors quel cursus scolaire avez-vous suivi et pourquoi avoir choisi le lycée Hennebique? En fait, on est allé au lycée François Hennebique parce que c'était le lycée qui faisait le froid et conditionnement de l'air. Donc on était entré pour la plupart en TISEC ou TEMSEC, donc installateur en maintenance. Et en seconde, c'était une seconde énergie. Donc on faisait les trois matières. Et en fait, en arrivant à la fin de l'année, on a tous choisi le froid et conditionnement de l'air parce que c'était ce qu'on préférait. Et donc vous, par exemple, c'est ce que vous préfériez aussi? Vous avez choisi cette section pour ça? Oui, j'ai choisi cette section après avoir fait une immersion et oui, ça me plaisait beaucoup. Alors, vous êtes sur un projet important pour le lycée. Pouvez-vous nous le présenter? C'est un projet proposé par Monsieur Isaïe pour nous faire travailler sur le développement durable. Pour cela, on s'est concentré sur un écoquartier, celui de Méricourt. Il est en construction depuis plusieurs années. Un écoquartier,
c'est un quartier qui défend, qui respecte l'environnement et l'écologie surtout. Alors dites-moi un peu quels sont les participants à ce projet et combien d'élèves on pourra retrouver sur ces animations. On a à peu près une vingtaine, hein, donc 15 qui viennent des sections énergie comme nous. Et il y en a aussi 5 qui viennent de la section architecture du coup. Et qui ont aussi l'avantage d'être des primo-arrivants, donc qui viennent d'autres pays et qui apprennent notre langue. Alors des personnes qu'on retrouvera dans une autre partie de ce JT pour nous parler justement d'une maquette qu'ils ont créée sur l'écoquartier. Alors pouvez-vous nous présenter justement le programme de cette journée du 19 mai ? Donc le début de la journée se fera à 14h. Donc à l'exposition se fera au centre Max-Paul Fouché avec des panneaux d'information, un projet avec des petits clips et une présentation de la grande maquette. À 15h30, il y aura une organisation de 2 tables rondes, c'est-à-dire avec des débats d'experts autour du sujet de l'écoquartier. À 16h30, il y aura une petite pièce de théâtre intitulée Les échos du palais. Et à partir de 17h-17h15, le public sera dirigé vers le parvis de la médiathèque pour le bar écolo avant la clôture, donc qui se trouve ici. Voilà, qui va se trouver ici devant la médiathèque. Alors vous travaillez également avec le lycée La Peuplerée de Salomine. Quel est ce partenariat et en quoi consiste-t-il ? On a un partenariat avec eux, donc, parce qu'il y a une équipe d'élèves de chez eux qui travaille aussi sur la transmission énergétique et sur économique dans notre territoire. Et donc ils ont décidé en accord avec nous, de faire une animation le vendredi 18 mai de 13h45 à 17h30 à la MAC de Salomine, donc la veille de notre projet. Alors on rappelle les dates et les horaires exactement ? Ce sera le 19 mai 2018 au centre Max-Paul Fouché essentiellement. Après ce sera ici devant le parvis de la médiathèque où il y aura un bar écolo avec des boissons, etc. Alors de nombreuses animations et également, vous l'avez dit, le vendredi 18 mai avec le lycée La Peuplerée à la MAC de Salomine. Il y a une page Facebook, un site internet ou un numéro de téléphone où on peut prendre des renseignements ? Oui, il y a une page Facebook qui est en cours de réalisation, qui sera disponible aux alentours de la semaine prochaine, le 25 avril à peu près. Et ça a été créé par 3 étudiantes de l'Université d'Artois à Arras. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté votre animation du 19 mai et on va retrouver vos camarades qui vont nous parler de cette belle maquette qui est en préparation de l'écoquartier. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, je rejoins ici quelques élèves, une autre équipe du lycée Ennebic, Martha, Mokhtar et Ousmane, qui sont primo-arrivants. Alors, Martha est italienne, Mokhtar est guinéen, c'est ça ? Oui. Et Ousmane, dis-moi de où tu viens ? Je viens de Soudan. Vient du Soudan. Et alors, ces 3 élèves du lycée Ennebic sont en train de réaliser une maquette de l'écoquartier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous préparez au lycée Ennebic ? D'abord, je suis Mokhtar, je vais vous présenter d'abord. Nous sommes les élèves de allophones au second bâtiment du lycée François Ennebic. Nous sommes ici pour vous présenter le maquette de l'écoquartier 4-5 du second du Méricourt qu'on est en train de réaliser avec nos aimables professeurs des ateliers. Je vais vous laisser la parole à Martha pour mieux vous expliquer comment ça se passe. Comment vous utilisez et comment vous préparez cette belle maquette. Merci Mokhtar. Alors Martha, comment vous faites ? Est-ce que vous avez utilisé des logiciels pour préparer cette maquette ? Oui, on a utilisé des logiciels comme AutoCAD, Revit et SketchUp pour mettre en couleur le dessin de l'architecte. Et après, on l'a imprimé en échelle à 3/100. Après, on a utilisé du polystyrène pour faire les rues. Et après, on a utilisé différents matériaux pour faire les autres décors. Et on a utilisé un imprimant 3D pour faire les bâtiments. Alors, vous avez fait quel bâtiment ? Vous avez fait la médiathèque ? Oui, on a fait la médiathèque. On a fait le restaurant et aussi les nouvelles maisons de l'écoquartier. Oui, parce qu'il va y avoir des maisons sur l'écoquartier, il va y avoir une cantine scolaire, il va y avoir un centre culturel, la médiathèque reste en place, et vraiment un cheminement de développement durable et d'écoquartier très, très intéressant. Est-ce qu'il y a de tels bâtiments ou quartiers dans vos pays respectifs ? Est-ce que vous retrouvez des quartiers comme celui-là ?
Oui, quand même. Un quartier, oui, je crois qu'il y en a, mais ouais. Et quel est l'intérêt pour vous de participer à un tel projet? C'est un projet vraiment intéressant qui on va quand même. C'est important pour vous le développement durable et protéger la nature, l'écologie? Oui, oui, c'est normal. Et vous destinez à quel métier vous? Moi, non, moi, ça dépend. Moi, c'est l'architecture, tout comme ça. Donc, participer à un projet comme ça, c'est vraiment important et c'est vraiment un plaisir pour nous le faire. Alors, Ousmane, est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'on va retrouver cette maquette? La maquette sera exposée le samedi 19 mai 2018. Au centre culturel, c'est ça? Oui. Alors on va inviter les gens nombreux, vous allez regarder la caméra là-bas et vous allez inviter les gens très nombreux à venir participer à cette grande animation dans vos langues respectives. D'accord? Allez-y, allez Mokhtar. Arami tori ke jama fop yo arutawde nde ñalande ɗo ñalande welo menen ɓe jangana kuɓe ka lycée François en Bic koko men woni wadde fewndo ɗo aray minen tori yo ar moƴƴa Marta? Vi aspettiamo tutti numerosi il 19 maggio per l'ecoquartier et venite numerosi. Ousmane, un petit mot là-bas, la caméra, en soudanais. أتمنى إن شاء الله هذه المنطقة تتنمي بعد عدة سنوات بعد يتم العمل عليها إن شاء الله. Alors merci beaucoup d'être intervenu sur ce plateau. Je sais que c'est pas facile pour vous, hein, ça n'a pas été facile, mais vous l'avez très bien fait. En tout cas, on vous félicite et on se donne rendez-vous donc les 18 et 19 mai prochains à Salomine et Méricourt. En attendant, on retrouve Fred Peter, je vais le rejoindre sur le plateau, qui commence doucement à se préparer à la fin des saisons sportives. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Comment vas-tu sous ce beau soleil? Eh bien écoute, ça va très bien, très bien. On a un peu le soleil dans les yeux aujourd'hui, mais bon. Mais on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, exactement. On va pas s'en plaindre. En plus, on est dans un lieu où de l'autre côté, il y a beaucoup de coureurs, il y a beaucoup de marcheurs qui viennent ici pour faire leur petite balade. Exactement. Et nous aussi, d'une certaine manière, on en a profité ce matin. Voilà. Alors on commence ce JT Sport avec le RC Lens qui est allé chercher le point du match nul à Niort. Les 100 et or ont mené à 2 reprises dans cette rencontre, mais n'ont pas réussi à s'imposer. Kevin Fortuné ouvre le score sur penalty, mais Niort égalise également sur penalty juste avant la mi-temps. Wahid Mesloub permet aux siens de reprendre l'avantage, mais là aussi, Niort va réussir à recoller au score. Score final 2 partout, donc Lens peut cultiver des regrets, mais les 100 et or restent éloignés de la zone rouge. Ils ont 7 points d'avance sur la place de barragiste. Alors il faut qu'ils continuent car ce vendredi les joueurs d'Éric Sicora auront l'occasion de se rapprocher encore plus du maintien. Lens reçoit Le Havre au stade Bollaert dès le Lys ce vendredi à partir de 20 h. Les Ciel et Marines sont 10e et ont raté la montée encore une fois cette saison. Ils restent toutefois sur une victoire face au Gazélec Ajaccio. Éric Sicora prend ce match avec beaucoup de sérieux et il a fait le point sur son groupe en conférence de presse. Il était notamment accompagné par son attaquant Kevin Fortuné qui a donné des indications sur son futur. C'est une équipe qui a de la qualité, qui a des bons joueurs, qui est capable de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Donc il y a du potentiel. Donc il faudra être vigilant sur toutes les phases et pas avoir un moment de relâchement qui puisse nous mettre en difficulté dans ce match et être mené, parce qu'après je pense que ça sera compliqué. Même si au match aller, on a eu quelques opportunités. Et le but qu'on prend, c'est sur une perte de balle dans notre moitié de terrain. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faudra qu'on soit à 150%. Une sérénité est là, une confiance aussi retrouvée, où on a de l'audace,
on tire de nouveaux buts, on se procure beaucoup d'occasions. Donc et on voit une équipe de Lens qui se lâche, qui n'a pas peur de jouer son football et c'est bénéfique pour nous. Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Il faut marquer des buts et puis il faut qu'on soit derrière beaucoup plus vigilant. On ne peut pas prendre un but comme on a pris à Niort sur l'engagement alors qu'on demande d'être attentif dans les 5 minutes qui suivent et prendre un but sur un dégagement du gardien parce qu'on n'est pas en place, c'est pas admissible. Donc il y a le fait de ne pas marquer des buts vu le nombre d'occasions qu'on a, mais il y a aussi le fait que derrière, voilà, on doit être un peu plus vigilant aussi sur ce genre de phase de jeu, parce que c'est un dégagement à 25 mètres du but de Niort. Je pense qu'on a quand même mieux à faire que ce qu'on a fait là. Pour l'instant, là, on est en train de travailler, mais c'est de continuer sur les performances actuelles où on n'a pas peur de jouer maintenant, on joue, on joue un peu plus haut, donc on empêche aussi les premières relances des équipes adverses. Donc ça, c'est à nous de continuer à jouer notre football sans frein. En plus, surtout, ce sera à la maison. Donc si on fait un bon résultat à la maison, tout le monde sera content. Donc, si on reste comme on est là, en mettant plus d'exigence, de concentration sur certaines phases de jeu, on va leur poser des problèmes et on a des chances de le gagner. Maintenant, si on est encore dans certaines largesses derrière et puis quand on a des occasions, ne pas les mettre, que là, on aura des difficultés. On sait tous que cette victoire contre l'AF peut nous soulager de cette saison, donc ce sera à nous de faire en sorte de faire un bon boulot et d'aller se maintenir dès ce match-là, c'est possible. En cas de victoire, je pense qu'on fait quand même un grand pas pour le maintien. Je pense que ce ne sera pas quasiment fait au niveau mathématique, mais je pense qu'on aura fait un grand pas sur le fait qu'on sera quasi en Ligue 2 l'année prochaine. La saison régulière est terminée en basketball et Liévin termine premier de sa poule en National 3. Les Liévinois finissent à la première place de leur poule et ils terminent le travail proprement avec une victoire 78-54 contre Guînes. Les hommes de Dominique Malbranck n'ont toutefois pas encore terminé totalement leur saison. Maintenant, c'est les choses sérieuses. On va se battre pour le titre de champion de France de la N3 et ça va commencer le 28 avril avec Liévin qui recevra Coulommiers à la Halle Vézilier. Donc n'hésitez pas à réserver votre samedi 28 avril pour supporter les Liévinois. Et on essaiera d'être là s'ils ont un titre de champion pour vous rapporter de belles images. Exactement. Alors en volleyball, le VC Arnes continue de faire la course en tête, Fred. En déplacement sur le parquet de Romans-sur-Isère, les filles d'Émilie Hipp l'ont emporté largement sur le score de 3-7-0. Comme tu l'as dit Valérie, les Arnésiennes sont toujours premières de ces playdowns dans ce championnat élite. On aura le plaisir de le retrouver non pas ce samedi mais la semaine d'après, donc samedi prochain, avec la réception de Poitiers-Saint-Benoît. Ce sera à la salle Maréchal. Et de son côté, le Arnes Volleyball a remporté le match de la peur chez les hommes. Le HVB a dominé Beauvais 3-0 et semble bien parti pour se maintenir. Mais rien n'est encore fait, il reste encore des matchs à jouer. Et Arnes se rendra le 28 avril à Paris pour affronter le Paris Université Club, le PUC. En handball, Billy Montigny chute chez le leader de National 2. Un voyage chez le réveil de Nogent, pas vraiment revigorant pour les Bilisiens. Les Rouges et Blancs se sont inclinés 36-32 face à une équipe qui est pour le moment leader de son championnat et qui n'a perdu qu'une seule rencontre en 16 matchs depuis le début de ce championnat. Le CBM n'en finit plus de descendre, se retrouvant à la 8e place de cette poule, à 6 points du podium. Mais Billy Montigny comptera sur ses supporters avec la réception de Lani Séris. Ce sera à la salle Othello-Tronis ce samedi. Dans un mois, il va y avoir du spectacle avec la deuxième étape de la course cycliste à travers les Hauts-de-France. Cette étape reliera les villes de Lens et de Liévin et plusieurs coureurs professionnels seront sur la ligne de départ. Cette étape se déroulera le 19 mai et prendra place en plein milieu de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. D'ailleurs, les organisateurs recherchent des signaleurs, c'est-à-dire des personnes chargées de la sécurité autour du parcours qui guident les automobilistes dans leurs déplacements.
Il faut avoir plus de 18 ans et avoir le permis de conduire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à nielen, nielen.philippe@orange.fr. Je répète, nielen.philippe@orange.fr. Merci Fred pour ces résultats de la semaine. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau tour sportif sur notre territoire. Et tout de suite, je retrouve Nathalie, toujours au soleil, pour l'agenda culturel. Vous pouvez le voir, on a le soleil avec nous et vous l'aurez également ce week-end. Eux, ils ont l'Arc-en-Ciel. On part tout de suite à Liévin, Nathalie, pour une manifestation ce week-end à l'Arc-en-Ciel. Oui Valérie, le centre culturel municipal L'Arc-en-Ciel de Liévin vous propose une jolie représentation théâtrale jeune public le vendredi 20 avril à 19 h intitulée Simon Lagadouille par le Théâtre du Prisme. Il s'agit d'une histoire simple d'amitié entre deux gamins, une histoire qui pose avec beaucoup d'humanité les questions de rejet, de solidarité et de pardon. Une jolie soirée en perspective au théâtre Le Colisée de Lens. Le Colisée de Lens accueille sur ses planches la comédie de boulevard numéro complémentaire le vendredi 20 avril à 20 h. L'argent fait-il le bonheur? Pas mal d'éléments de réponse à cette question lors de cette soirée. Direction maintenant le Louvre-Lens. Un théâtre d'ombre et d'objets à la scène du Louvre-Lens ce samedi 21 avril à 19 h pour la représentation Le Cantique des oiseaux par Aurélie Morin du théâtre de nuit. Une belle occasion de découvrir et de redécouvrir ce poème mystique soufi du XIIe siècle. On reste à Lens, mais cette fois-ci en journée. L'association Festilance, le Dé à coudre Crazy Hit, le RC Lens, les Chœurs en Fête, Rocadoué et la ville de Lens organisent une grande manifestation avec maquillage pour enfants, cours de danse latino, mascotte et défilé de mode dans la rue de la Paix qui deviendra entièrement piétonne ce samedi de 10 h à 19 h. De nombreuses animations dont la fabrication de la plus grande écharpe du RC Lens avec de nombreuses places de foot à gagner et bien d'autres cadeaux vous attendent. N'hésitez pas, il va faire beau, c'est le moment d'en profiter. À Avion, c'est Noël Renaud que l'on retrouve. L'espace culturel Jean Ferrat d'Avion accueille Noël Renaud pour son spectacle À tous ceux qui, le vendredi 20 avril à 20 h 30, une peinture de l'arbre familial. Un autre espace culturel, mais cette fois-ci à Grenay. L'espace culturel Ronnie Couteur de Grenay vous propose le spectacle Demandons l'impossible par la compagnie Sens Ascensionnel le vendredi 20 avril à 20 h 30, une pièce feuilleton où Mélina nous raconte son mai 68, une plongée dans l'intime au cœur d'une société qui éprouve la nécessité de se changer. Alex Vizorek à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. La Maison de l'Art et de la Communication de Salomine reçoit Alex Vizorek pour son spectacle Alex Vizorek, une œuvre d'art. Vous découvrirez ô combien Alex a des choses à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou encore l'art nouveau, dimanche donc 22 avril à 16 h. Et on termine en musique à Noyelles-sous-Lens. L'espace culturel L'Évasion de Noyelles-sous-Lens accueille vendredi 20 et samedi 20 avril en journée les masterclass dédiées au cuivre. Puis en soirée, une belle restitution vous sera proposée. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci Nathalie, merci Fred, merci à toute l'équipe de Télégoël, merci à vous pour votre fidélité. Un beau week-end ensoleillé comme une belle journée ensoleillée qu'on a eue aujourd'hui. Sortez, bougez, votre territoire est riche de belles choses à voir. On se donne rendez-vous quant à nous jeudi prochain pour une nouvelle édition. On remercie également les élèves du lycée Hennebic de nous avoir une nouvelle fois rendu visite. À très bientôt sur Télégoël et je vous laisse avec une belle vue sur notre terri de Méricourt.